Chahut. Chahut Média. Une question que je me suis souvent posée, c'est qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais dans cette époque, notamment avec le modèle de ma grand-mère qui a aidé des juifs de manière désintéressée, sans recevoir aucune rétribution et qui a vu son père déporté dans les camps d'extermination et ne pas revenir. Et souvent, on se pose la question en tant qu'historien, vu qu'on déconstruit en quelque sorte le geste qui a abouti à la décision, on se dit, mais moi, finalement, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais été à faire ? De quel côté est-ce que j'aurais été ? Supposez que votre existence se déroule d'ordinaire là, à proximité de la ligne qui sépare la France de la Suisse. Comment vivez-vous la fermeture de ce passage et les horreurs qui l'accompagnent ? Les familles en fuite qui se présentent, les douaniers ou les militaires qui leur refusent l'accès, ou bien le contraire, lorsque les soldats, ou bien vous-même, choisissez d'ignorer les ordres et d'aider les civils à passer de l'autre côté. Alors pourquoi faire ça ? Par humanité ou parce qu'il y a quelque chose à gagner ? Du temps de la résistance, on nous appelait des terroristes, des bandits, tout ce qu'on voulait, mais vous savez, le mot a resté chez certains. La ligne qui sépare la Suisse et la France, c'est 572 km de route et de frontières naturelles. À l'été 1942, ils sont des milliers de réfugiés à fondre là, vers Genève ou Neuchâtel, du côté du Valais ou du Jura, afin de tenter de passer en Suisse. Pour y parvenir, la plupart font appel à des figures de l'ombre, les passeurs. Est-ce qu'il n'y avait pas deux manières de faire de la résistance ? Le côté anti-allemand et le côté anti-nazi. Nous, on ne savait rien des passeurs quand on a commencé cette série. Puis on est tombé sur le nom de certains d'entre elles ou certains d'entre eux au cours de nos recherches. Des noms comme Aimé Stettelmann, Ruth Andreas Friedrich, Marianne Cohn, Germaine Tillon, Suzanne Bertillon et Adolphe Kammerer, Lisa Fitko ou Gertrude Kurtz. Impossible de tous et toutes les citer. Que peux-tu me dire des activités de Paul Gruninger ? On a creusé à travers les livres ou en recourant à ChatGPT. Suisse durant la seconde. Jusqu'à réaliser combien ces figures de l'ombre ont joué un rôle absolument capital à la frontière franco-suisse durant la Seconde Guerre mondiale, permettant le sauvetage de milliers de civils. Les passeurs, héros et héroïnes oubliés de la grande histoire, au cœur du nouveau volet de cette série. À la frontière, une production Chahut Média, Carole Harary, David Brun-Lambert. Mon chat essaie de bouffer la bonnette du micro. Épisode 2. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ma grand-mère et mon arrière-grand-père étaient passeurs à la frontière. Ils appartenaient à ce qu'on appelle la filière de Douvaine, qui est donc une filière d'entraide qui a été constituée en 1941 et qui a permis le sauvetage de centaines de réfugiés juifs, d'aviateurs alliés, de réfractaires au service du travail obligatoire. Et mon arrière-grand-père a été déporté en 1944 et n'est pas revenu du camp d'Auschwitz. Au début, dans ma famille, c'était une sorte de tabou. On n'en parlait pas, parce que c'est quelque chose qui remuait extrêmement ma grand-mère, à juste titre. Laurent Neury, historien, directeur des études à l'Institut des hautes études internationales et du développement, Genève. Et c'est petit à petit, une fois qu'elle a reçu la médaille de Juste, qu'il y a des ex-réfugiés juifs qui sont venus la voir et qui ont voulu voir les lieux où ils ont été passés. Et souvent, j'étais le chauffeur, en fait. Donc, j'amenais ces personnes à la frontière. Et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser au sujet et à me dire, mais il y a quelque chose à creuser là-dessous. Et là, à ce moment-là, vous êtes jeune homme, jeune adulte ? Je suis adolescent, oui. Adolescent. Et vous, donc, vous découvrez la
l'ampleur de cette histoire. Et les lieux dont vous parlez sont lesquels ? Donc le lieu dont je parle, c'est plutôt la frontière du côté entre Vésy-Foncenex et Douvaine, en fait, qui est une frontière qui est délimitée par l'Hermance, un petit ruisseau. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je me promenais avec ma grand-mère le long de la frontière, elle me montrait des résidus de barbelés. Et d'un coup, ça déclenchait l'histoire. En fait, on me disait, voilà, à l'époque, il y avait des barbelés. À l'époque, on pouvait pas aller en Suisse. Et c'est quelque chose qui me frappait parce que moi, je pouvais aller en Suisse, j'allais courir en Suisse, j'allais faire du vélo en Suisse de manière très naturelle. Et du coup, je me suis intéressé à ces phénomènes de frontières pour essayer de voir finalement quelles étaient les conséquences de la fermeture d'une frontière sur les mentalités de l'époque. Définir la notion de passeur semble une tâche relativement aisée. Il suffit de prendre n'importe quel dictionnaire de vulgarisation. Personne qui fait passer une frontière clandestinement. Des personnes ou à des marchandises taxées, prohibées. Le passeur est assimilé au contrebandier ou au trafiquant, ce qui induit une criminalisation de sa figure, une péjoration de son image sociale. Les définitions de l'époque ne sont pas plus efficientes, en témoigne celle des autorités suisses, qui stigmatisaient les passeurs en tant que trafiquants des migrants. Extrait de l'étude « La banalité du bien, devenir passeur de juifs à la frontière franco-suisse », 1939-1945. Laurent Neury, 2004. Il y avait tout un faisceau de raisons qui peuvent motiver l'engagement de ma grand-mère et de mon arrière-grand-père et plus globalement des passeurs. En fait, souvent, on aborde la question sous le thème de la personnalité. Donc, il y a des psychologues sociaux comme Samuel Holliner qui ont interrogé ce qu'ils appelaient une personnalité altruiste, c'est-à-dire une personnalité qui était plus encline à la compassion ou à l'empathie que d'autres personnes. J'ai un peu dépassé cette explication qui me semblait quelque peu réductrice en essayant d'analyser tous les motifs qui pouvaient amener à s'engager et à aider des juifs. Et rappelons que la majorité des passeurs n'avaient jamais rencontré un juif avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il peut y avoir des raisons diverses comme le message christique d'aide au prochain, l'obéissance à une autorité, comme le curé, l'instituteur ou le père. Il peut y avoir des effets de groupe. Il peut y avoir le sentiment d'une humanité commune. Et il peut y avoir des motifs moins nobles, moins avouables, comme l'appât du gain, sachant que à la frontière se développa toute une industrie du passeur où parfois les passeurs demandaient des sommes exorbitantes pour passer les juifs. Nous avons eu des barbelés suisses dans le jardin, le long des buis, avec un système très élaboré de portail avec cadenas, clés, etc., qui étaient en main des gardes-frontières. Et avec un peu de temps et d'habileté, moi j'étais jeune, je pouvais me glisser entre les barbelés. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la banalité du bien, c'est-à-dire la propension qu'ont les passeurs à présenter leur action comme allant de soi. Souvent, quand je leur demandais « mais qu'est-ce qui a motivé votre décision d'aider les Juifs ?» Souvent, ils me répondaient « mais pas grand-chose, quoi. Il fallait les aider, on les a aidés. J'ai obéi au curé, j'ai obéi à mon père. » Et du coup, ceci m'intéressait parce que souvent, on voit que le fruit du hasard est important dans la décision de venir en aide et que souvent le risque n'est pas calculé. Et du coup, il y a certains passeurs, par exemple, qui se baladaient dans la rue. Un juif les a interpellés en leur demandant où était la frontière. Et d'un coup, ils ont dit, la frontière, c'est à 100 de mètres, je vous accompagne et on passe la frontière. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue de Grammont, puis tournez à droite. Voici quelques-uns des principaux points de passage employés par les passeurs à la frontière franco-genevoise. 1. Annemasse. 2. Thonon-les-Bains. 3. Saint-Julien-en-Genevois. 4. Collonges-sous-Salève. 5. Chancy. Gex et le pays de Gex. 7. Valserone, anciennement Bellegarde-sur-Valserine. Tournez à droite sur rue Fernand-David. 8. Le Fort-l'Écluse. 9. Les Voirons.
10, le Jura. 11, le Juvénat à Villagrand. On cherchait des points de passage empruntés par les passeurs à la frontière franco-genevoise. Et c'est là qu'on a découvert l'histoire d'un ancien juvénat à Villagrand, posé pile sur la frontière franco-suisse. Vous avez atteint votre destination. Aujourd'hui, c'est un établissement d'enseignement élémentaire et secondaire. Un samedi matin, on s'y est rendu. Ah ouais, putain, c'est ça. Bonjour. Vous venez pour votre visite. Absolument. Je vous laisse aller dans la salle, là-bas, je vais vous accompagner dans la salle. Bienvenue au Juvénat. Très aimable. Vous êtes un des guides ? C'est ça. Génial. C'est les élèves qui organisent pour faire guide. Ouais, merci. Alors, le Juvénat a une grande particularité, c'est que c'est un ancien petit séminaire. Ce petit séminaire est situé, donc est devenu une école maintenant, est situé sur la frontière franco-suisse, mais vraiment à cheval sur la frontière. Ce qui fait que lorsque vous êtes au fond du jardin, près du mur, si vous franchissez le mur, vous arrivez en Suisse. Gwenaël Moriot, directeur de l'école collège-lycée Saint-François, Villagrand, France. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les pères de l'établissement ont, par leur action d'accueil et de sauvegarde des personnes pourchassées, contribué à aider ces personnes à franchir ce mur pour pouvoir rejoindre la Suisse, qui était neutre à l'époque et qui pouvait accueillir donc des personnes et les sauver ainsi. Mesdames, messieurs, la visite de 10h va commencer. Vous serez ici. Cette visite sera supervisée par Iliane, votre guide. Et donc, je vous souhaite une très bonne visite. Alors donc, bonjour à tous. On va tout de suite commencer à partir d'un point clé de ce parcours mémoriel. On se retrouve ici devant la stèle érigée en l'honneur et en la mémoire des 4 personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure de la visite. Je vous les donne tout de suite pour que vous les ayez en tête. On a le révérend père Louis Favre, le père Pierre Frontin, le père Gilbert Pernoud et le frère Raymond Bocard. En fait, ces 4 personnes, elles ont agi durant la Seconde Guerre mondiale de façon à sauver plus de 2000 personnes. Comment ces pourchassés, ces réfugiés, savaient que en se dirigeant vers le Juvénat, on pouvait trouver de l'aide? C'est ici que ça se passait. Deux raisons. L'une, c'est parce que il faut vous imaginer Villagrand à l'époque. C'est un grand village, il n'y a que quelques maisons éparses, donc le Juvénat est placé sur la frontière, donc assez naturellement on peut les rejoindre. De plus, le Juvénat est à moins d'1 kilomètre de la gare d'Annemasse, qui était donc, faut vous imaginer à l'époque le transport principal qui est utilisé par les familles, c'est le train. Donc arrivant à Annemasse, à la gare d'Annemasse, se dirigeant près de la frontière, du coup assez naturellement ils arrivaient ici. Et puis ils étaient pris en charge, alors cachés. Puis quand la nuit arrivait, du coup ils les faisaient passer en utilisant un stratagème astucieux. Il y avait une échelle qui était dressée sur les barbelés. Et puis le frère Raymond était à l'étage, un autre père était au pied du mur. Et lorsque la patrouille allemande disparaissait, puisque le mur est incurvé... De l'autre côté, il y avait des Allemands ? Oui. Côté suisse ? Oui, tout à fait. Leur patrouille faisait à peu près 2 minutes et demie. Et lorsque le mur s'incurvant, les personnes qui passaient par-dessus le mur étaient masquées, hop, le frère Raymond abaissait son béret, son chapeau. Eh bien, ça permettait de donner le signal. Et le père qui était au pied du mur disait à la famille de grimper cette échelle, passer par-dessus les barbelés, sauter en Suisse. Le niveau du côté suisse était un petit peu plus haut. Donc du coup, on pouvait sauter sans se faire du mal. Puis après, partait dans la campagne suisse et après était récupéré par les douaniers suisses et puis c'était une autre aventure, accueilli ou pas par la Suisse. Je suis devant l'échelle qu'empruntaient les réfugiés et ces malheureux qui passaient par le Juvénat pour tenter de ensuite passer de l'autre côté de la frontière. Et c'est une échelle toute arabiscotée avec pour chaque barre, un bout de bois tout à fait humble et des clous plantés. Elle est émouvante cette échelle. On se dit que sa place serait peut-être à... Je pense comme ça, à Yad Vashem.
Comment évolue cet organisme qu'est cette frontière franco-suisse de, disons, 1942 jusqu'à la fin, 1945, et comment évoluent les points de pression migratoire sur différents points précisément de cette frontière? Oui, alors il y a en fait deux frontières qui ont une histoire différente. La frontière avec la zone occupée, elle est surtout très active en 1942. Ruth Fiva Silberman, historienne, autrice de l'ouvrage La fuite en Suisse, les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la solution finale. Parce que des milliers de Juifs en quête de refuge quittent la Hollande et la Belgique pour essayer de traverser la zone occupée française et venir directement en Suisse. Donc, il y a cette pression sur le Jura bernois, via Belfort, sur toute la frontière neuchâteloise, via Besançon, Pontarlier, il y en a partout. Et puis ils descendent par la route de la Faucille jusqu'à la frontière nord de Genève, dans le département de l'Ain, dans le pays tchèque, s'occuper, puisque cette partie était occupée. Et là, vous avez ces Juifs essentiellement de Hollande et de Belgique, dont beaucoup se sont fait arrêter en route. Alors, les taux de réussite, on ne peut pas vraiment les calculer, puisque ceux qui se sont fait arrêter à Paris, à Nancy, à la frontière belgo-française, on ne peut pas les comptabiliser, parce qu'ils venaient probablement vers la Suisse, on n'en est pas sûr. Mais ceux qui sont arrivés jusqu'à la frontière, alors on a des archives. Par exemple, à Belfort, on a un registre d'écrous de la prison allemande. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des familles juives arrêtées au moment de franchir la frontière, puis déportées. Alors vous me demandiez quel est le pourcentage de déportation. Il est très différent. À cette frontière, il est assez terrible. C'est 1 sur 2, grosso modo. Lorsqu'on est refoulé à cette frontière, on a peu de chance de s'en sortir. Il faut retrouver vite un passeur, quelque chose, pour essayer de repartir en arrière. Ça, c'est très compliqué. Je puis vous assurer que je ne pensais jamais que l'extermination... Ça se terminait à Auschwitz. Jamais. Vous pensiez que ça s'arrêtait à de simples mises à l'écart de la vie publique, quoi. Je pensais qu'ils étaient mis dans des camps, oui, bien sûr. À la frontière avec la France libre, qui ensuite va être occupée, mais vite occupée par les Italiens, et ça il faut le dire, côté Genève, Léman-Valais. Les Italiens ont protégé les Juifs. La période la pire, c'est Vichy. Pourquoi? Parce que les polices de Vichy, police, gendarmerie, douane, elles sont à l'affût derrière. Et lorsqu'on est en approche de la frontière, il y a eu 900 Juifs arrêtés en approche de la frontière genevoise. Ou alors, quand on est refoulé à la période de Vichy, août, septembre, octobre 42, c'est terrible parce que toute une catégorie de réfugiés, les hommes essentiellement, mais quelques femmes, les autorités militaires genevoises les amènent menottés aux gendarmes français, qui les mettent tout de suite dans les wagons pour le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. C'est le Drancy, la zone libre. De là, très vite, Drancy puis Auschwitz. Là, ils peuvent pas échapper. C'est une des périodes les pires. Fin septembre 42, Rothmund, à Berne, donne des ordres. On ne doit plus refouler en main des autorités françaises et surtout pas des autorités allemandes, parce qu'il y a eu des cas. Ça veut dire qu'on ne doit plus livrer? On ne doit plus les livrer. On doit leur donner une chance en les refoulant nuitamment par la frontière verte. Le résultat a sauvé pratiquement 5 personnes sur 6, puisque ceux qui ont été refoulés discrètement ont trouvé des solutions, des planques, ou alors sont revenus.
Certains font 2, voire 3 tentatives, puis finissent par aboutir en Suisse. Nous allons arriver maintenant à un tunnel. Nous le défraîchissons. Ensuite, il y a un viaduc, on le suit et c'est de nouveau la route. S'adressant à moi, il ajouta « Quand nous quitterons le viaduc, avant d'entrer dans le village, je m'arrêterai. Ce sera le moment de me passer vos papiers que je dois remettre au monsieur de l'auberge. Quant au village, nous le traverserons carrément. Vous êtes des touristes et ça se rencontre souvent par ici des touristes. Le village dépassé, vous arrivez à une voie ferrée. Vous faites halte près du passage à niveau et alors vous y êtes. Je vous indiquerai l'endroit par où filer en Suisse. Tout le monde a bien compris ? Compris, répondirent 4 voix. « 500 mètres plus loin, nous pénétrâmes dans le tunnel. Bientôt, une complète obscurité nous entoura. Par bonheur, nous avions suivi le conseil de l'organisation en nous munissant de lampes de poche. Il est difficile d'imaginer ce qu'était cette marche dans les ténèbres. Les pieds du ballast croulaient sous nos pas. Julot nous précédait, portant sa bicyclette à l'épaule, s'efforçant de garder l'équilibre. Les jeunes gens me devançaient maintenant de quelques mètres à peine. Nous trébuchions continuellement. Une jeune fille perdit un talon de chaussure et s'arrêta pour arracher l'autre de force. J'avançais avec des difficultés croissantes. Je tombais à plus d'une reprise. Une faible lumière grandit au loin. Nous atteignions la sortie. Nous nous arrêtâmes pour reprendre haleine et regardâmes autour de nous. En bas, dans une vallée, une ville. Genève, nous souffla Julot. Et il s'engagea sur le viaduc en poussant le vélo. Un extrait de Rien où poser sa tête, un témoignage de Françoise Frenkel, édition Gallimard, 2015. Pour ceux qui ont aidé, qu'est-ce qu'on en courait ? Potentiellement, si on était arrêté, qu'est-ce qu'on en courait ? Sur Suisse ou sur France ? Sur France et sur Suisse, peut-être vous me tournez la perche. Sur France, il n'y a pas vraiment une législation qui traite de ces problématiques. Souvent, le fait d'aider un juif était considéré comme un acte terroriste. L'historien Laurent Neury. Sur le même plan que d'aider un résistant. Et après, ça dépendait aussi si vous tombiez sous le couvert de la loi de Vichy ou sous le couvert de la répression de l'occupant. Mais il y a des passeurs qui ont été fusillés, qui ont été déportés. Si je prends l'exemple de mon arrière-grand-père, il a été arrêté en février 1944, torturé par la police SD, et ensuite il a été déporté à Auschwitz. Donc l'acte de sauver des Juifs, qui était souvent concomitant à l'acte de sauver des résistants, était illégal et faisait encourir à la personne des risques patents. Mais souvent, les peines qui ont été prononcées contre des personnes qui ont été appréhendées pour avoir aidé des Juifs étaient souvent des peines, des amendes à verser ou quelques mois passés en prison. Dans votre article « La banalité du bien », vous revenez sur une distinction entre plusieurs termes. Parmi ceux-là, il y a juste, résistant ou bien rescuer. Est-ce que vous voulez bien faire la distinction entre chacun de ces termes ? Alors, un passeur pouvait être les trois à la fois, en fait. Malgré la polysémie des termes, on voit que souvent ces termes s'entrecroisent. Par exemple, le terme de rescuer a été mis en place par l'historien Raoul Hilberg lorsqu'il a essayé de catégoriser, en fait, les comportements vis-à-vis des Juifs pendant la guerre. Il y avait les perpetrators, qui étaient les bourreaux, en quelque sorte. Il y avait les bystanders, qui étaient les témoins. Et il y avait les rescuers, qui étaient les sauveurs ou sauveteurs. La traduction est assez difficile en français. Donc cette catégorie de population qui a aidé des Juifs sous différentes formes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y avait les résistants. Souvent, on n'a pas qualifié les passeurs de Juifs de résistants. Si vous lisez par exemple les mémoires de guerre du général de Gaulle, il n'y a aucune mention de l'action des passeurs de Juifs.
Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Un poème de Marianne Cohn, résistante juive arrêtée, torturée et assassinée par les nazis le 8 juillet 1944 à Villagrand, aux portes de Genève, pour avoir cherché à faire passer en Suisse des enfants en danger. Août 1942. Déclenchement de la solution finale, rafle, début de déportation massive vers l'Europe de l'Est. Cela, c'était notamment l'objet de notre précédent épisode. On y a dit la panique des Juifs de Hollande, de Belgique, de France, dont plusieurs milliers ont convergé à ce moment-là vers la Suisse. Et puis là, fermeture de la frontière par les autorités helvétiques, par, disait-on, la peur d'une surpopulation. En septembre 1942, un mois après le verrouillage du pays et les protestations parfois très intenses des citoyens et citoyennes suisses, d'une partie de l'Église et plus timidement des organisations juives, on laisse entrer en Suisse les femmes enceintes, les malades, les familles accompagnées d'enfants de moins de 6 ans, les enfants de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Les autres, à eux de trouver une issue, de s'en remettre aux passeurs ou de compter sur l'humanité des douaniers ou des militaires. Il y a eu différentes positions des personnes qui ont été chargées d'appliquer les directives anti-juives en France. Il y a eu des personnes qui l'ont fait avec zèle, qu'on pourrait appeler des collaborateurs. Il y a des personnes qui l'ont fait de manière détachée, ce que je pourrais appeler des personnes qui sont accommodées, en fait, qu'on dit, qui sont réfugiées derrière la loi en disant, voilà, nous notre rôle, c'était de faire appliquer les lois et les circulaires, donc on l'a fait. Et il y a des personnes qui ont agi. Il y a toute une série de policiers et de gendarmes qui ont permis à des juifs d'échapper aux rafles, simplement en fermant les yeux, en se détournant, en disant aux juifs de ne pas aller sur le lieu de rassemblement. J'ai par exemple interviewé une dame qui m'expliquait qu'enfant, avec ses parents, ils avaient été convoqués pour la rafle du Veldiv. Et en fait, sa mère avait peur d'avoir froid. Elle lui avait dit « Va chercher mon manteau à la maison ». Je ne sais pas comment la fillette a réussi à partir à la maison pour chercher le manteau. Et après, il y a un gendarme qui lui a dit « Non, pars. Ne rejoins pas tes parents, pars et réfugie-toi chez cet organisme qui va t'aider. » Et du coup, après, elle est passée en Suisse. C'est intéressant de voir en fait la différence entre les personnes qui sont au cœur de la Suisse et les personnes qui sont proches des frontières. Donc ces personnes qui ont été amenées à décider, parce que souvent c'était la personne sur le terrain qui soit appliquait à la lettre les circulaires, qui parfois étaient contradictoires, soit décidait en fait de fermer les yeux et de passer l'information aux réfugiés pour qu'ils aillent le plus profondément possible dans le territoire suisse. Souvent, ils parlent d'humanisme, ceux qui ont décidé de fermer les yeux, ce que j'appelle le sentiment d'une humanité commune. Souvent, il y a des argumentaires religieux qui peuvent expliquer leurs gestes, c'est-à-dire le protestantisme, qui est quand même une religion qui a longtemps aidé les démunis et les réfugiés.
Et aussi, il parle d'une certaine compassion qui est née de la rencontre avec ces Juifs qui souvent arrivaient dans des états très préoccupants parce qu'ils avaient marché des heures et des heures, parce qu'ils avaient été spoliés, parce qu'ils avaient été dépouillés de tous leurs biens. Et qui, en fait, quand ces personnes les voyaient, ils se disaient on ne peut pas faire autrement que les aider. Après, il y a des militaires, et ça, on l'a retrouvé dans les témoignages, qui ont simplement appliqué les circulaires. Ils ont dit, voilà, nous, notre job, c'était de respecter une procédure administrative. C'est souvent assez confortable de se réfugier derrière ces procédures administratives, d'être sous les ordres. Il y a parfois aussi des personnes qui vont plutôt faire preuve d'excès de zèle, que ce soit par antisémitisme ou par xénophobie. La xénophobie était souvent même plus forte que l'antisémitisme en Suisse, avec cette peur de l'étranger, et qui vont refouler des personnes qui normalement n'auraient pas été refoulables. Vous savez, arriver en Suisse, arriver à la frontière suisse, il est possible que la moitié des fugitifs aient été interceptés en route. Mais ceux qui arrivaient à l'extrême frontière, il fallait tous les accueillir. Quand ils étaient arrivés sous les barbelés, voire accueillis dans un camp de triage, puis ensuite ramenés à la frontière, comme ça a été le cas à Genève. Ça, c'est inadmissible. D'ailleurs, en regardant vraiment de près, minutieusement, chacun des dossiers de refoulés, les 3/4, voire les 9/10 des refoulements étaient abusifs, parce que la personne qui arrivait, elle avait une bonne raison de penser qu'elle serait accueillie. Vous avez à cette même époque des familles avec des enfants petits. Ils n'ont pas les papiers pour prouver que l'enfant a moins de 6 ans. Refoulés, déportés. C'est totalement inadmissible. Il fallait admettre tous les fugitifs qui arrivaient à la frontière. Il y avait assez de filtres avant. Il y avait toute la gendarmerie française à l'époque de Vichy pour les arrêter en route. Il y avait toute la douane allemande de l'autre côté pour les arrêter en route. Il y avait assez d'autres filtres pour ne pas opposer le dernier filtre helvétique. Et les réseaux de résistance dans tout ça. À la frontière franco-suisse, entre 1942 et 1945, quel rôle ont-ils joué dans le sauvetage des réfugiés ? C'est la question qu'on s'est posée suite à notre rencontre avec Ruth Fiva Silberman ou Laurent Neury. Alors on a cherché, et ce qu'on a trouvé parmi 1000 choses, c'est qu'à la frontière, des réseaux de résistance tentaient l'impossible pour sauver des familles, cela on le sait, mais aussi des enfants juifs, tandis que la Croix-Rouge, elle, inaugurait au même moment un vaste programme de secours aux enfants français, mais aussi belges, en danger. L'enfance, sauvée des violences de la guerre par l'action humanitaire ou grâce à des groupes clandestins, c'est le sujet du prochain épisode de cette série. Son titre, Un paradis après l'enfer. À la frontière. À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Ce programme a été rendu possible grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de la Fondation philanthropique Famille Sando et de la commune de Montreux, en partenariat avec la Bibliothèque de Genève et la Maison de l'Histoire, Université de Genève. Vous dire aussi, si comme nous, à l'écoute de cette série, vous vous êtes posé la question de savoir comment se passe aujourd'hui l'accueil des réfugiés, adultes ou mineurs en Suisse,
On vous propose d'aller découvrir sur le site de Chahut Média, www.chahut.ch, une mini-série conçue en partenariat avec asile.ch qui résume ce qu'il faut savoir de l'accueil et des droits des réfugiés en Suisse aujourd'hui.